Alors oui, j'aurais pu vous parler du loup, cet animal fascinant, à l'organisation sociale complexe, un peu une sorte de miroir de ce que nous sommes, nous les humains. Mi-ange, mi-démon, au physique de rêve, icône de la faune sauvage. J'aurais pu vous parler du cerf. Déjà, les rois considéraient cet animal comme le roi de la forêt, majestueux. J'aurais pu vous emmener au brame du cerf avec moi, comme je le fais depuis 40 ans. Mais j'ai préféré ce soir vous proposer d'aller vous promener du côté des Vosges du Nord, ces Vosges mosellanes, à la rencontre d'un animal qui pèse moins de 30 grammes, qui fait la taille de ma main et qui a tout sauf un physique de rêve. Il n'a pas d'histoire, on ne sait pas qu'il existe, il est d'une discrétion absolue. Pourtant, elle a beaucoup de choses à nous dire sur l'état de nos rivières. Quand on s'y promène, là, dans les Vosges du Nord, on a l'impression d'une nature parfaitement préservée. Et c'est vrai que le parc naturel régional des Vosges du Nord, il travaille depuis des années, des décennies. Mais il y a là un animal qui a disparu partout ailleurs. C'est une sentinelle, c'est un lanceur d'alerte qui, malheureusement, paye de sa vie l'alerte. C'est l'écrevisse des torrents. L'écrevisse des torrents est un animal qui ne supporte pas quand l'eau se dégrade. Elle en meurt. Et elle a disparu partout de la France. Ça en dit long sur l'état de nos rivières. Elle a réussi à survivre, là, chez nous en Moselle, et puis un petit peu dans le Bas-Rhin. Et il y a quelques années, ils sont venus nous chercher à Sainte-Croix pour nous dire il faudrait nous aider. Il y a un plan national d'action avec le Muséum d'histoire naturelle de Besançon. Nous sommes en train de reproduire en grande quantité des écrevisses, mais la question est de savoir ce qu'elles vont devenir, puisqu'il faut qu'on les mette dans des milieux qui puissent encore leur permettre de survivre. Et les Vosges du Nord ont été choisis car ce sont là les dernières stations où l'on retrouve ces animaux. Alors, on a travaillé sur les berges, on a travaillé sur la qualité de l'eau, et puis l'écrevisse des torrents, peu à peu, a pris à nouveau sa place dans nos milieux naturels. Je trouve cet animal particulièrement symbolique de l'engagement de mon papa. C'est lui dont j'aimerais vous parler ce soir. Un engagement, on ne sait pas très bien d'où ça vient, on ne sait pas très bien comment on tombe dedans, comment on y met le doigt et on y laisse le corps entier. Moi, c'est mon père qui a, vous le savez, créé en 1980 le parc animalier de Sainte-Croix qui m'a entraîné dans cette aventure. Moi, je rêvais de journalisme, je rêvais de télévision, je rêvais de Jeux Olympiques, je rêvais de Coupe du Monde. J'étais un rural d'une longue lignée agricole et donc je rêvais de la ville, je rêvais du tumulte. Je considérais la nature comme un décor merveilleux, mais qui était pour moi absolument le quotidien. Je n'en voyais pas vraiment l'importance. Et puis, mon père, lui, c'est un homme qui est né dans les années 30. Dans les années 30, sur la ferme où il était, eh bien, la vie n'était pas du tout comparable à celle d'aujourd'hui. D'abord, il y avait, sur cette ferme des Bachats, juste à côté de Sainte-Croix, il y avait des dizaines et des dizaines de familles qui vivaient là, en autonomie, en autarcie. On pouvait vivre de l'agriculture. Le métier était dur. Il a connu la traction animale, encore, la fin de la traction animale, le début des tracteurs. Ces tracteurs un peu fous, qui avaient très peu de chevaux, très peu de puissance, qui pouvaient... le parc à taureaux, il fallait 2 jours pour aller le faucher. Aujourd'hui, il faut 45 minutes avec des barres de 17 mètres, avec un tracteur relié au satellite d'Elon Musk. Le monde a beaucoup changé. Et puis, ce qu'il a beaucoup marqué, c'est l'exemple de la vache. Mais il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 millions d'années, une vache donne 900 litres de lait par an, 3 litres, 4 litres, 5 litres par jour, dans un but précis, qui est de permettre à son veau de grandir. Vous savez que l'homme est la seule espèce à boire du lait après la période de lactation, tout au long de notre vie, sous plusieurs formes. Et il a vu cette révolution verte, il a vu cette agriculture devenir une industrie, et il a vu que les vaches, qui depuis 2 millions d'années, depuis qu'elles existent, produisaient ces 900 litres de lait pour nourrir un veau, ben ces vaches sont passées à 2000 litres, 3000, 4000, 8000. Mais ce n'était pas assez. Les Hollandais faisaient mieux. Il fallait rentrer dans la course et dans la compétition. Tout ça, ça avait un prix. On est passé des petites terres agricoles, vous savez, en 7 hectares, 7 terrains de football. C'était ça, une exploitation agricole en moyenne en Moselle. On est passé de ça à de très très grandes fermes. On les a remembrées. On a supprimé ce qui gênait. On a supprimé les mares, les milieux humides. On a drainé pour assécher. On a, bien sûr, enlevé les haies. Et puis,
on a sorti la vache de la pâture. On l'a mise hors sol. Et mon père, un jour, m'a dit, tu sais, fils, la vache hors sol, c'est le début de l'homme hors sol. Et ça, c'était il y a 50 ans. Il y a 50 ans, et c'est pour ça que je pense que c'était un visionnaire. Il a compris qu'il fallait qu'on s'engage pour se reconnecter au vivant, qu'on ne comprenait plus le vivant. Il y a autant de différences, disait-il, entre un cerf et un chevreuil qu'entre un mouton et une vache. Pourtant, plus personne ne sait faire la différence. Les enfants pensent que les poissons sortent carrés d'une petite boîte surgelée. Il y a une méconnaissance de la nature et il voulait lutter contre ça. Et il a transformé sa ferme, prenant un risque fou, en un parc animalier que vous connaissez aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. Et c'est ce qui m'a inspiré. Et puis sa deuxième grande inspiration, c'était de se dire que Sainte-Croix pouvait être une sorte de jardin d'Éden, évidemment. Le jardin d'Éden, on l'a un peu oublié. Au jardin d'Éden, les hommes et les animaux se parlaient. Ils avaient le même langage. Donc ils pouvaient s'entendre, ils pouvaient s'écouter. C'est bien sûr une légende, mais il est certain qu'il faut écouter les animaux, il faut avoir de l'empathie pour eux. Et ce qui se passe, c'est que c'est facile de s'émerveiller de tout ce qui est beau. Des animaux, des espèces menacées, des espèces emblématiques, des espèces qui ont des physiques de rêve. Mais en fait, c'est l'ortie qu'il faut protéger. En fait, c'est la chauve-souris qui nous fait peur. Ce sont toutes ces espèces qui appartiennent au monde du vivant. Et c'est donc sur cette base que je me suis aperçu que l'engagement, c'était compliqué parce que, comme je vous le disais, on y va et puis on est porté par la nécessité d'aller toujours plus loin, toujours plus loin. Et je trouvais que la Moselle Sud, avec son pays des étangs, son Piémont, des Vosges, n'était pas assez reconnue, n'était pas assez appréciée, y compris par ses propres habitants. Vous savez, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture. Et finalement, même les habitants de Moselle Sud n'avaient pas conscience de ce grand couloir de migration, de la richesse de leur territoire. Et je suis parti avec mon petit bâton de pèlerin, rencontrer les maires, rencontrer les élus, rencontrer les écoles, rencontrer la population, pour essayer de les convaincre de protéger cet espace, pour en faire une réserve. Alors on m'a dit, mais non, on ne va pas faire une réserve de la Moselle Sud. Une réserve, c'est mettre une cloche sur quelque chose, c'est empêcher tout développement, c'est empêcher la réalisation de projets économiques. Pas du tout. La réserve, il faut se mettre dans l'idée que c'est le trappeur qui sait que l'hiver sera extrêmement dur, qu'il faut faire des réserves de nourriture, il faut faire des réserves d'alimentation, des réserves de bois, etc. Il faut se protéger pour passer l'hiver, il faut penser aux moments difficiles. Et donc, je me suis battu, je suis parti, et puis j'ai essayé de parler comme je le fais ce soir, j'ai essayé de parler aux élus, et puis je voyais que c'était compliqué, c'était difficile, parce que se projeter sur une génération, 2 générations, c'était difficile. J'ai essayé aussi de leur dire, je ne viens pas m'adresser à vous en tant qu'élu, je viens m'adresser à vous en tant que père, grand-père, grand-mère. Pensez aux générations futures. Essayons de faire de ce territoire un lieu d'exception. Et puis finalement, en septembre 2022, la bonne nouvelle est arrivée depuis le Niger, où l'ensemble de la séance plénière de l'UNESCO s'est tenue. Et Sarrebourg-Moselle-Sud est devenue une réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. Ça a été vraiment une grande joie pour moi et ça a été, je crois, la révélation qu'un biotope qui peut paraître ordinaire et de proximité peut aussi avoir son importance et peut être reconnu au plan international et au plan mondial. C'est facile de protéger les girafes, c'est facile de protéger le panda, mais c'est beaucoup plus difficile de protéger des milieux naturels et les espèces qui y trouvent leur vie et leur zone de vie et tout simplement leur source de vie. La nature, ce n'est pas un décor. La nature, elle est nourricière. Elle est à notre disposition. Elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, sans jamais présenter la facture. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu pompeusement les services écosystémiques. La forêt, par exemple, travaille sur le recyclage de notre air. C'est le poumon de la planète. Pour qu'une forêt pousse, il faut qu'un jet des chênes se lève tous les matins et prenne des centaines de glands, les disperse un peu partout pour permettre à la glandée de se disperser. Il faut aussi que les pollinisateurs soient là pour, au quotidien, faire le travail. On commence à réfléchir dans certains pays à des robots extrêmement compliqués, très chers, technologiquement inaboutis actuellement, pour remplacer quelque chose qui fonctionne déjà. C'est bien ça l'espèce humaine.
Les pollinisateurs nous assurent tous les jours un bol alimentaire extraordinairement varié, extraordinairement complexe. C'est donc important de les écouter, c'est important d'avoir de l'empathie. Alors moi, ça a été l'engagement de toute une vie. C'est ce qui m'a permis de tout simplement être devant vous ce soir, et c'est ce qui a permis de m'engager, de savoir pourquoi je me levais le matin. Et donc, moi, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous aussi vous engager. Et ça paraît compliqué, il ne s'agit pas de partir en croisade, il ne s'agit pas... S'engager pour la nature, c'est simplement déjà avoir de l'empathie pour elle. C'est l'écouter, c'est la regarder. C'est pas des grands sacrifices, c'est des petits gestes au quotidien qui vous permettront tout simplement de vivre en harmonie avec cette nature et de préserver l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est Victor Hugo déjà qui disait si l'homme est sourd à la nature qui attend à dire, l'avenir sera difficile. Donc pensons à cela, écoutons simplement la nature, et je vous promets que nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, nous serons extrêmement reconnaissants.